Bonjour à tous, énorme actualité en cette fin mars 2026 avec, vous l'avez probablement vu passer, ces images assez incroyables d'un AWACS américain détruit au sol en Arabie Saoudite. Alors si vous suivez cette chaîne depuis maintenant quelques années, ça ne va pas vous étonner, on avait même expliqué dans Au-delà de l'Ukraine que le talon d'Achille des avions modernes c'est au sol, mais ce qui est intéressant, c'est que cette base a déjà été ciblée, accrochez-vous bien, il y a moins d'un mois. Et si vous vous dites, les Américains sont débiles, ils n'appliquent pas leur propre doctrine, je vous rappelle la doctrine ACE sur laquelle on va revenir, Agile Combat Employment, eh bien sachez qu'en fait c'est ça qui va être intéressant d'étudier, que dans la fameuse boucle OODA, Observe, Orient, Decide, Act, Observe, Oriente, Décide et Agit, mise en place par John Boyd, un as de la chasse américaine qui a participé au programme F-16 et F-15, eh bien, le plus compliqué, c'est la partie Act. Et là, ce que l'on va voir, grâce à ces images, c'est que l'AWACS n'était pas sur le parking avec tout le monde, mais était décalé apparemment sur un taxiway. Donc il y a une volonté d'essayer de minimiser le risque, mais vous allez voir que structurellement, entre la théorie, le PowerPoint et cette doctrine publiée en 2022 et la mise en pratique, quand on a fait moins 65% sur ces bases à l'international, c'est pas facile. Et le gros problème de l'armée américaine à l'heure actuelle, c'est où mettre tous ces avions. Allez, on attaque tout ça. Roger, ball. Quand on parle d'avions, il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes et des femmes derrière. Depuis le début de l'opération Epic Fury, ce sont 13 soldats américains qui sont décédés, mais également environ 300 blessés. Ça, c'est depuis le 28 avril 2026. Dans le cas de la frappe contre cette base, ça serait une dizaine de militaires américains qui auraient été blessés, dont 2 quand même assez grièvement. Maintenant, juste avant de rentrer dans le détail, c'est important, si vous découvrez notre chaîne, j'ai des billets, moi je suis un ancien pilote de l'aéronavale française, j'ai été formé par l'US Navy, j'ai servi la France tant de paix mais également tant de guerre, et forcément ma manière d'appréhender la situation est forcément biaisée, même si mon objectif est de les intellectualiser, ces biais, pour éviter de les laisser contaminer ma réflexion ou mon analyse. Parce que désormais, notre structure, c'est débrief. Ce qu'on apporte au-delà du cockpit, au-delà de l'industrie de l'aviation, c'est de la méthodologie, de la rigueur, d'un point de vue raisonnement, d'un point de vue prise de décision, gestion de stress ou communication. Et dans cette vidéo, mon objectif, mon état final recherché, comme on dit, est de vous permettre de prendre un petit peu de hauteur et d'essayer de mieux comprendre les tenants et les aboutissants. Mais surtout, comment, techniquement, on en arrive à ce type de résultat et quelles leçons méritent d'être tirées. Je suis français, canadien également, mais j'habite en France, mes sociétés sont en France, mes enfants sont en France. Ce qui m'intéresse, c'est le succès des armes de la France. Quelles leçons l'armée française peut tirer de ce genre d'événement, car il y en a. Et accessoirement, on a une petite flotte de 3 nous aussi. Ce qui est important, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est de bien comprendre le nombre d'aéronefs qui sont déployés dans la zone. Vous avez plus de 200 chasseurs qui ont été déployés, vous avez 2 porte-avions, même si un est actuellement du côté de la Crète pour réparation, vous avez des B1, vous avez des B-52 basés en Angleterre, vous avez des B2 qui décollent depuis les États-Unis, mais tout cela nécessite du ravitaillement en vol. Et pour le ravitaillement en vol, vous avez le KC-135, dont on a récemment parlé sur la chaîne à cause d'un abordage en vol, et le KC-46, qui est la nouvelle version. Vous allez également avoir les avions radars. Donc on a vu des E-2D, des avions de l'aéronaval, avec des radars très modernes, extrêmement efficaces, même contre ce qu'on appelle les slow-mo, slow movers, donc des systèmes qui seraient avec une faible surface équivalente radar, assez lent comme des drones. Et vous avez les fameux AWACS. Alors les AWACS, quand même assez vieux, il y aurait dans le pipeline une nouvelle version, le E7, mais il y a eu un arrêt-marche plein gaz, plein réduit au niveau du programme. À l'heure actuelle, il y a 2 E7 qui sont commandés, 2 prototypes, qui sont actuellement en cours de transformation. C'est une cellule de 737, là où le E3 est une cellule de 707. Mais on est clairement sur une flotte qui est vieillissante avec 16 aéronefs en état de vol avant la frappe.
Donc maintenant, nous avons des dizaines de tankers pour soutenir les efforts. Nous avons des chasseurs un petit peu partout dans la zone et il faut bien les mettre quelque part. Et donc les Américains ont fait le choix de se concentrer sur différentes bases. Là, vous avez cette base en Arabie Saoudite à près de 700 km de l'Iran quand même. Et avant l'attaque, vous avez vu que tous les tankers avaient été retirés des bases du Golfe. Donc ils ont pris de la distance de manière justement à se prémunir. Et on voit qu'en France, on a eu à Istres des tankers qui sont posés. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on ne peut pas mettre ces aéronefs n'importe où, surtout à cause du contexte sécuritaire pour les Américains. Il faut des bases militaires. Comme chaque nation a de moins en moins de bases militaires, eh bien quand vous regardez une carte avec les bases potentielles où des alliés des Américains acceptent de recevoir leurs aéronefs, vous allez vite vous rendre compte que vous avez un problème de parking. Dans tous les cas, ces avions ravitailleurs sont indispensables au succès des missions. Sinon, vous ne pouvez pas projeter de la puissance. C'est un nœud critique. C'est pour ça que les prochaines versions d'avions de combat américains devront également avoir une capacité pour le Pacifique, avoir une autonomie rallongée par rapport à ce qui se fait actuellement. Maintenant, on va se focaliser sur la piste de Prince Sultan Air Base. Sur le même parking, en 21 jours, on a eu 2 frappes. On est environ à 600-700 km de l'Iran. Grâce aux images satellites, même celles disponibles en source ouverte, pas besoin d'avoir de la super imagerie. On arrive à le voir très bien vu la taille des aéronefs en source ouverte et du fait qu'il n'y ait aucun hangar de protection. On sait qu'il y avait des AWACS, qu'il y avait des tankers. On en a même parlé sur la chaîne, que c'était étonnant que ça ne soit pas ciblé. Le 6 mars, on a eu 5 tankers touchés, même si le président américain a dit que c'était très légèrement touché pour 4. Et le 27 mars, c'est donc la même zone qui est touchée. Donc on est clairement sur un hub logistique central pour les Américains. Et il semblerait que lors de la frappe de début mars, il y ait même eu un mort chez les Américains sur place. Toujours est-il, 2 jours avant cette attaque qui a coûté un AWACS aux États-Unis, vous avez l'amiral Brad Cooper, c'est le commandant du CENTCOM, qui a fait une déclaration en disant que 90% des capacités offensives de missiles et de drones iraniens avait été détruite depuis le 28 février. Et il déclarait également que les 2 tiers des installations de production de missiles, de drones et d'équipements navals iraniens avaient été détruits. Et c'est 2 jours après que vous avez cette réponse iranienne. Cette réponse, elle a initialement été annoncée dans le Air and Space Force Magazine, qui est la publication officielle de l'Air Force Association. Et derrière, on a eu la presse spécialisée. Et le lendemain, nous avons également vu des photos avec l'avion le 81005 qui est, on peut le dire, clairement détruit avec le radome qui est posé à côté, ce qui est quand même pas terrible. Alors il faut quand même rappeler qu'on a beaucoup de guerre des images, qu'il faut se méfier au niveau de l'IA, mais quand vous commencez à avoir plusieurs images prises d'angles différents qui se corroborent, là regardez, on voit qu'on est sur un taxiway, les images sont assez cohérentes de l'une à l'autre, ça vient quand même nous mettre ces images en post-high. Donc je ne dirais jamais que c'est du certain, je ne suis pas sur place, mais c'est quand même du post-high, donc on peut travailler avec, surtout qu'on voit des images satellites où ça a été touché sur zone. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas juste un tanker parmi tant d'autres. Là, on est sur un AWACS. Les AWACS, c'est E3 Sentry. Vous n'en avez que 68 qui ont été fabriqués. Le dernier, il a été assemblé en 92. J'avais 6 ans. Donc, à partir de là, ça fait 34 ans qu'il n'y a eu aucune nouvelle livraison sur ces aéronefs. Aéronefs qui sont quand même nécessaires pour coordonner de grosses attaques, pour coordonner de grosses missions. À partir de là, sur 68 qui ont été fabriqués en tout, vous en avez environ 13, d'après certaines sources, certains disent 16 qui sont actifs actuellement, 6 déployés au Moyen-Orient, et vous en avez donc un là qui a été détruit. Ça nous en laisse donc 12 ou 15, en fonction des sources, mais apparemment 12 pour le monde entier. Maintenant, attention, la marine a également des avions radars, mais la portée n'est pas tout à fait la même. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet avion ne sera pas remplacé demain. C'est absolument impossible. Autre point qui est intéressant, c'est qu'on voit certains présidents de pays alliés qui commencent à dire « Ah, bah, c'est grâce aux satellites de tel pays ou tel pays ». Donc là, il faut recadrer le débat. Vous n'avez pas besoin de satellites très puissants pour faire du ciblage face à ça. Vous avez, avec du Landsat qu'on peut voir assez facilement, tout le monde sait, et même avec Google, vous savez exactement où se trouvent ces bases, où les cibler, et après, derrière, du fait du type de missile, vous allez probablement utiliser du missile avec de la sous-munition et vous allez étaler un petit peu sur le parking. Et il y a une telle concentration d'aéronefs à cause justement de ces jeux de volume dont on a parlé avant que vous allez faire un strike comme au bowling. Donc clairement, c'est moins en fait une faute de posture et là doctrinale
qu'un exploit de ciblage. Maintenant, c'est une attaque réussie de la part des Iraniens, mais on n'est pas sur un porte-avions en mouvement. Et d'ailleurs, on n'a pas encore vu de porte-avions ciblé. On est sur une base fixe. Et ça, c'est intéressant, à un moment où certaines personnes sont assez critiques sur les porte-avions. À l'heure actuelle, les porte-avions fonctionnent. Alors, il y en a un sur les deux qui a des soucis de buanderie, mais ça, quand tu fais 10 mois en mer, personnellement, je ne suis pas trop étonné. De l'autre côté, l'autre porte-avions fonctionne bien, mais on voit bien que les bases fixes, c'est facilement ciblable. Du coup, comme on a dit, pour essayer de minimiser les risques, vous allez tenter de la dispersion. Vous n'allez pas tous les mettre sur le parking, mais essayer de les mettre sur des taxiways, mais c'est vite très compliqué. Je vous renvoie vers la vidéo qu'on a faite sur la marche arrière d'un A400M français en Australie qui avait détruit son moteur lors justement d'une tentative de se garer sur un bras de taxiway. Parce que justement, dans le cadre de l'exercice où il participait en Australie, il y avait tellement d'aéronefs partout que le parking était très compliqué. On en arrive toujours au même problème. Autre point technique ce coup-ci, si on est environ sur du 600-700 km, que vous tirez un missile balistique, ça va être une sorte de tir en cloche. Vous allez forcément tirer vos sous-munitions. En termes de dispersion, plus vous allez tirer loin, alors ça, je ne suis pas expert en missiles balistiques, mais ma compréhension, c'est un petit peu comme je vous expliquais les passes canons. Si tu fais une passe canon assez basse, tu vas avoir une grande dispersion de tes obus. Si tu fais une passe canon avec beaucoup de piquets, ta dispersion est différente. Donc les sous-munitions, ça dépend également des distances. Et ma compréhension, c'est que là, vous avez quand même un tir en cloche qui permet une dispersion assez faible des sous-munitions. Alors par contre, attention, il est actuellement impossible de dire comment ces aéronefs ont été touchés. Vous avez un incendie qui a amené à la destruction totale de l'aéronef. Il n'y a pas besoin d'avoir une forte charge militaire pour lancer ce type d'incendie. Par contre, ce qui attire l'attention, d'après les images satellites, c'est qu'on ne voit pas des impacts partout. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement ciblé, d'étonnamment précis, si vous voulez mon avis. Mais à l'heure actuelle, il faut accepter qu'on ne peut accéder à toutes les informations. Il va falloir être patient, probablement très patient, avant de savoir exactement quel était l'armement utilisé. Maintenant, d'un point de vue doctrinal, on en a parlé en introduction, on a Agile Combat Employment, qui existe depuis 2022, la doctrine 1.21, disponible en source ouverte. Elle nous apprend dans ces papiers des choses assez intéressantes. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 93 bases américaines à l'étranger. Maintenant, il y en a 33. C'est donc une réduction de 65%. Et du coup, ils ont conscience dans leur doctrine que ça concentre les troupes américaines au même endroit et que ça rend les attaques adverses beaucoup plus faciles. D'où la nécessité de la mise en place de cette doctrine. Et cette doctrine, elle veut qu'on manœuvre, qu'on disperse et qu'on bouge en fait nos aéronefs en permanence. Pas de parking fixe. Mais la problématique, c'est que pour faire ça, ça va fatiguer les équipages, fatiguer les mécaniciens, fatiguer la chaîne logistique. Et c'est toujours pareil. C'est une estimation du risque perçu et de votre capacité à vous défendre face à du missile. D'ailleurs, quand on regarde ce document, sur la page 2, vous avez une citation, c'est « Le meilleur endroit pour détruire l'aviation ennemie, c'est au sol. Surtout si cette aviation est postée sur des bases peu nombreuses, sans défense passive, comme des abris et des leurres, et sans défense active. » Ça, c'est le général Gunninger qui écrivait ça en 2022. Et on se rend compte de toute la problématique du passage à l'action de cette fameuse boucle au ODA. Les Américains seraient un peu simplistes, il suffit de dire, c'est un peu comme on a vu certains analystes dire, alors qu'on va en reparler, hein, les Russes avaient les mêmes soucis avec leur A-50, qu'en gros ils sont mauvais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue doctrinal, souvent c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Et là, je pense le point qu'on n'entend pas assez, c'est la concentration du nombre de moyens et du nombre de bases acceptables, du nombre de pistes acceptable pour faire la mission. Alors là, vous allez me dire, il aurait peut-être fallu anticiper et créer plus de bases, de manière justement à avoir plus d'atouts, plus de possibilités. Et là, je suis vraiment d'accord. La base de la réussite d'une opération militaire, c'est dans la préparation. Et on va voir justement qu'il y a 2-3 petits appels d'offres en cours qui vont vous faire prendre du recul sur l'histoire. Alors là, on va faire un petit détour historique. L'histoire, justement. On va aller au 5 juin 67. Rappelez-vous, 7h45 du matin, c'est le début de la guerre des 6 jours. L'aviation israélienne, on a déjà parlé sur la chaîne, fait une attaque en rase-mode, va attaquer tous ses voisins
Et là, on a l'Égypte, qui était la grande puissance aérienne du coin, qui va se faire détruire ces MiG-21 tout modernes. Les Israéliens vont être très forts sur ce qu'on appelle le turnover, le temps de remise en condition opérationnelle des aéronefs. Ils auront entraîné leurs mécaniciens, un petit peu comme des mécanos de F1, à refaire le plein de munitions et le plein de carburant sur leurs aéronefs pour pouvoir faire plusieurs vagues d'assaut. Et en espace de quelques heures, de 3 heures, il y aura des centaines d'avions ennemis qui seront détruits et plusieurs centaines de chasseurs égyptiens, ce qui va permettre aux Israéliens de surprendre l'adversaire. Donc la grande leçon de 67, c'est qu'il faut protéger vos aéronefs au sol. Et donc c'est là où ils ont inventé le HAS, le Hardened Aircraft Shelter. Alors ça existait déjà un petit peu, mais là c'était vraiment le grand moment où tout le monde s'est dit il en faut. Maintenant le problème, c'est que dans les années 90, avec l'arrivée des munitions guidées et l'effondrement de l'Union soviétique, tout le monde s'est dit en fait ça coûte cher, c'est de l'entretien. Et de toute façon, si quelqu'un me tire une bombe de 500 kg ou d'une tonne précisément guidée au laser sur ce hangar, ça va quand même casser l'avion. Mais ce qu'on a oublié d'admettre, c'est qu'il faut pouvoir guider chaque munition. Donc en fait, c'est pas facile d'attaquer une base et de guider au laser sur chaque hangar vos munitions. Mais on s'est un petit peu détourné de ça. Si vous regardez même les photos de l'armée française ou autre, on n'a pas beaucoup. On en a, mais ça dépend où, mais il n'y en a pas partout et c'est assez rare. Et la problématique, c'est que pour des gros aéronefs, les tankers, les AWACS, on s'est dit qu'on allait économiser un peu de béton. Bizarrement, pour les B2 aux US, là, il n'y a pas de souci, ils ont des hangars, ils sont bien cachés. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent résister à une attaque directe? J'ai des doutes. Mais en tout cas, il y aura moins d'impact et surtout, l'adversaire ne pourra pas crier victoire d'un point de vue com' sur votre image de E3 brûlant sur le parking, puisque dans un hangar, demandez aux Pakistanais, on a plus de mal d'aller au bidier, d'aller au résultat. Donc là, clairement, on est 59 ans après la guerre de 67 et on se rend compte qu'un avion sur un parking, c'est vulnérable. Comme vous avez probablement suivi ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, vous savez également que le 26 février 2023, donc il y a plus de 3 ans, on avait des partisans biélorusses qui ont posé des drones sur le mât, sur le radar d'un A-50 du côté de Minsk quand même. Les images, on les avait commentées, on a fait une vidéo, elle a fait le tour du monde, et ça avait bien montré ce danger. Après, derrière, il y a eu des embuscades aériennes avec de l'A-50 perdu en vol. Il y en a eu plusieurs, dont un avec la fameuse Sambush, ça a été en janvier 2024 avec un A-50U détruit. Ce qui a amené les Russes à reculer leur A-50, à faire beaucoup plus attention, à les escorter avec des Sukhoi 30. Et vous avez le 1er juin 2025, la fameuse opération Spiderweb, on en a parlé sur la chaîne également, avec du Tupolev 95, du Tu-29 de ciblé, plusieurs bases. Et à Ivanovov, à 300 km de Moscou, on a 2 A-50 au sol qui ont été touchés par des drones FPV. Maintenant, dans ce cas-là, on ne sait pas trop si c'était des A-50 opérationnels ou plutôt en stockage, mais ce qui est important de noter, c'est encore une fois ce talon d'Achille de ces aéronefs au sol. À cette époque, on avait attiré l'attention sur la nécessité de capitaliser sur le retour d'expérience parce que nos aéronefs ne sont pas mieux défendus sur nos bases. Et là, clairement, on voit que sur une base projetée, il y a des soucis. Pour mémoire, nous avons des Rafales aux Émirats Arabes Unis au sol, sur une base qui a été touchée. Nous avons également des Rafales en Jordanie, sur une base qui, je ne sais pas s'il a été ciblée ou pas, en source ouverte, on n'a pas l'information. Maintenant, je vous ai dit que les appels d'offres étaient intéressants. On va voir ça. Al-Udeid, nous sommes au Qatar. Rappelez-vous, le Qatar qui a été touché par un missile balistique israélien. Ils sont à 280 km de l'Iran. Ils ont le fameux CAOC, le grand centre de commandement. Et eux, qu'est-ce qu'ils nous sortent comme appel d'offres? Accrochez-vous bien. Un bâtiment souterrain durci à Al-Udeid dans le cadre d'un plan 2040 avec 10 milliards de dollars financés par le Qatar. Et donc c'est sorti là il n'y a pas très longtemps. On a un appel d'offres, tout le monde doit rendre son papier pour avril 2027 pour une attribution en janvier 2028 pour fabriquer tout ça. Et à côté de ça, on a également des abris préfabriqués qui sont commandés. Donc c'est dommage quand même d'attendre de se faire cibler pour commencer à vouloir s'enterrer. D'où l'importance d'avoir de la ressource, d'avoir du stock, le temps d'en tirer les bonnes leçons. Pour la petite histoire, en France, on a des personnes actuellement qui travaillent sur la base du futur. Et il y a beaucoup d'études en cours, donc vous inquiétez pas, en France, on a des ingénieurs. J'en ai rencontré certains adorables, que je salue, qui travaillent sur ces sujets-là. On a parlé justement du fait que la France n'est pas immobile, est en train de capitaliser sur ce retour d'expérience. On va avoir une nouvelle base nuque dans l'est de la France dans quelques années, donc il y a du travail. Maintenant, il y a une autre annonce dont il faut parler, c'est celle du retour du missile balistique.
Donc le missile balistique, pendant longtemps, c'était perçu comme le gros missile qui fait la guerre nucléaire. Donc entre pays dotés, s'il y a un missile qui vole, c'est peut-être du nucléaire, donc c'est la fin du monde, donc on n'utilise pas. Mais ces dernières années, on a vu d'abord sur le théâtre en Ukraine, Russie, ensuite on a vu ça en Inde, Pakistan, ensuite on a vu ça dans le Golfe, d'utilisation de missiles balistiques conventionnels. On a également vu ça depuis 2015, donc avant l'Ukraine, avec les Houthis, qui sont mis à tirer des missiles balistiques sur l'Arabie Saoudite. Vous avez l'Iran en 2020, qu'on a tiré sur une base américaine en Irak. Donc vous voyez ça, c'est une petite musique qui montait, et nous on était là en mode on n'en tire pas les leçons, on ne regarde pas. Et là on a cette désinhibition vraiment depuis quelques mois, quelques semestres, et on se rend compte que c'est compliqué à intercepter, assez facile à produire, et surtout qu'il y a un usage complètement débridé de nos jours. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour arrêter un missile balistique, on va regarder le matos américain, vous avez deux grandes familles. Vous avez le PAC, donc le Patriot, avec le PAC 3, qui va monter jusqu'à 40 km d'altitude. Lui, il a une charge explosive plus petite que les Patriotes les PAC 2. Il va venir taper la munition qu'il vise. Alors, il y a quand même de l'explosif à bord, parce qu'en fait, il faut réussir à détruire également les sous-munitions. Maintenant, le THAAD, le THAAD, lui, il opère plus haut, plutôt du 40 à 150 km. Tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai réussi à trouver en source ouverte. Donc on est partiellement presque hors atmosphère, le guidage est un peu différent, et là on est sur quelque chose de purement cinétique. On n'est pas sur quelque chose avec un explosif du fait des altitudes, on est sur quelque chose où c'est l'énergie d'impact qui va permettre de détruire. Ce que l'on retrouve en source ouverte par rapport à ces énergies, c'est ça qui est passionnant, c'est que notre THAAD il va venir taper un missile balistique, de ce que je trouve, aux alentours des 7 à 10 km par seconde. Pour info, une météorite, c'est 10 à 70 km par seconde, d'après l'American Meteor Society. Mais en termes d'énergie, au moment de l'impact, en fait, avec le THAAD, c'est une énergie qui est absolument énorme. Et l'objectif vraiment, c'est de détruire les sous-munitions. Parce que c'est pas tout de toucher ou de blesser, si après derrière, les sous-munitions arrivent, sont libérées et arrosent la zone, c'est catasse quoi. Donc en fait c'est pour ça que c'est aussi compliqué de faire ces interceptions et qu'il faut le bon dosage, la bonne force, et face à quelque chose qui arrive avec de multiples sous-munitions, il ne faut pas seulement toucher, il faut vraiment réussir à tout détruire, d'où la complexité de cette techno et le très haut coût d'interception. Maintenant au niveau des défenses, des sources ouvertes, on trouve que le PAC 2, on est en 91 sur 40 à 70% de taux d'interception. 2025, on est d'après du 90%. Ça, c'est d'interception, hein, c'est pas par missile, pas la probabilité de tuer, parce qu'on voit qu'il tire plusieurs missiles à chaque fois. Et là, ce qu'on a vu quand même depuis un mois, c'est des interceptions qui se passent moins bien que lors de la guerre des 12 jours de juin dernier. En juin dernier, on était à peu près sur du 80-95% d'interceptés. Là, quand même, on voit que ça arrive à passer, que des fois, il faut 2-3 patriotes. On a vu des images avec 3 patriotes qui partent, et pourtant, le missile balistique arrive quand même à avoir un impact au sol. Maintenant, encore une fois, en 30 ans, ça a énormément progressé, mais ça a un coût. Ça a un coût énorme, et c'est l'autre point, cette fameuse gestion de stock dont on parle. Donc c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi un missile balistique a réussi à passer. Est-ce qu'on a des problèmes au niveau des stocks, au niveau du taux d'interception, mais clairement, vous voyez que le taux d'interception à 100% est quasi impossible et qu'à partir de là, une base va être vulnérable et qu'il faut énormément de systèmes solaires pour protéger. Et malheureusement, en France, on n'en a pas beaucoup. Alors, il y a des commandes, on a d'excellents systèmes, mais on n'a pas beaucoup de systèmes. Et il en faudrait plus, beaucoup plus, surtout qu'on a très peu de bases, avec une forte concentration. Et quand on regarde un petit peu le balistique en France, on voit qu'on s'en est un petit peu détourné. En 96, on a retiré le missile Hades, notre missile balistique de théâtre, porté 500 km, avec une charge nucléaire. Celui qui devait être tiré sur l'Allemagne. Et là, on voit, 30 ans après, que le chef d'état-major de l'armée de l'air, il nous annonce qu'on va avoir, c'était le 9 mars 2026, il veut des missiles aérobalistiques d'environ 1000 km de portée sur le Rafale F5. Il l'a dit, c'est sur Net et Marine, vous avez l'article qui en parle. C'est donc Ariane Group, que je salue aussi, qui va se retrouver à la manœuvre et qui va devoir réfléchir pour nous permettre d'avoir cette capacité aéroportée, donc aérobalistique. Pourquoi ? À l'heure actuelle, on a des scalps. Je pourrais vous en parler, j'ai participé à des raids scalp en tant que nounou. Le scalp, c'est génial, ça marche bien, mais ça fait du Mach 0,9. L'aérobalistique, ça va arriver beaucoup plus vite, du Mach 8. Donc face à, par exemple, des systèmes de défense de points, par exemple avec du missile infrarouge ou avec de l'anti-aérien léger,
vous pouvez, si vous avez de la chance, toucher un scalp. Vous n'allez pas arrêter de l'aérobalistique. De plus, vous avez un temps de vol qui est réduit parce que ça va extrêmement vite, donc ça va surprendre l'adversaire. Et dans des moments d'ouverture de conflit ou autre, vous saturez la défense adverse, vous les surprenez et vous avez un énorme impact. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que nous sommes actuellement, doctrinalement, face à certaines limites qui sont celles de ces 30 dernières années où on a désinvesti beaucoup, en tout cas en France, sur le balistique. On se rend compte que des pays qui étaient sous sanctions ont développé le balistique et là, on se retrouve un petit peu à la traîne sur ces sujets-là. Donc il y a cette volonté pour la France d'essayer de rattraper son retard et surtout, on a les technos, mais ça coûte extrêmement cher de se défendre contre le balistique. Donc d'un point de vue aérien, vous voyez que l'Occident a pris l'avantage, et les Chinois, sur des chasseurs modernes, que des pays qui n'ont pas ces capacités-là, qui ont été obligés de bypasser, sont allés sur l'ultra léger, du drone, et on le voit bien avec les Shahed iraniens, et sur l'autre gamme du spectre, l'ultra rapide, le balistique. Et que le drone arrive à passer, le balistique arrive à passer, et que on se retrouve en tant qu'occidentaux à devoir essayer d'adapter nos doctrines, mais les réductions budgétaires et la réduction du nombre de bases se font très chèrement payer pour une opération comme celle d'Epic Fury. En définitive, ces aéronefs qui sont touchés sont des aéronefs qui peuvent manquer dans le futur aux Américains pour leur posture dans le Pacifique. Et alors que ces dernières années, on a beaucoup entendu de désengagement d'Europe, de désengagement du Moyen-Orient pour renforcer la partie asiatique, on a vu ces derniers temps des systèmes solaires être démontés de Corée du Sud pour être envoyés dans le Golfe et on se rend compte que en fait, les États-Unis sont un peu limités, malgré leur énorme budget, par leur format actuel et que chacune de ces pertes ne sera pas remplacée rapidement. Tout le monde a été très critique sur la Russie au moment où ça leur est arrivé. Ils ont réussi à faire preuve d'une certaine résilience à s'instaurer dans la durée, mais on ne récupère pas un A50 comme ça, on ne va pas récupérer un E3 comme ça. Et encore une fois, d'un point de vue médiatique, vous avez 10 000 bombes, 10 000 cibles qui ont été frappées en Iran. Quand vous avez un grand slam, donc une grosse réussite de la part des Iraniens sur un parking en Arabie Saoudite, forcément, la médiatisation est absolument énorme et ça fait partie du jeu, j'ai envie de vous dire. Je vous rappelle que si vous regardez le Vietnam, les pertes nord-vietnamiennes n'ont rien à voir avec les pertes américaines. Et pourtant, on sait comment ça s'est terminé. Actuellement, nous en France, on observe un petit peu tout ça avec de la distance. La plus grosse erreur que l'on pourrait faire, c'est de ne pas en tirer les bonnes leçons. Mais comme je vous l'ai présenté dans cette vidéo, vous voyez que d'un point de vue protection des bases, ça réfléchit. D'un point de vue aérobalistique, ça réfléchit. Et nous avons de la chance parce qu'en fait, tous ces conflits nous permettent de tirer du retour d'expérience, de capitaliser dessus. Notre talon d'Achille à l'heure actuelle, c'est la durée de nos programmes, c'est l'inertie industrielle. Et puis, il semblerait quand même que ça soit un petit peu budgétaire, mais ça, c'est pas trop le sujet de la chaîne, c'est pas mon domaine de spécialité. Chacun son expertise, et je peux que vous encourager à diversifier vos sources et à venir vous créer une conscience de la situation sur tout ce qui se passe actuellement dans le monde, en enrichissant vos sources avec des personnes et des intervenants qui ont les bagages les plus divers et variés possibles. Je vous dis à très vite sur la chaîne. En tout cas, pour le 3, je ne sais pas si on peut dire posé, pas cassé. Il était déjà au sol, donc il était posé, mais il a été cassé après. Il faut qu'on réfléchisse à un concept de t-shirt. Toujours est-il, au-delà du leadership, si vous voulez soutenir la chaîne, si vous voulez adapter un petit peu les méthodes de l'aviation au monde de l'entreprise, c'est sur le rôle de l'équipier, l'importance de former ses équipiers, toute l'intellectualisation de ce concept. Il nous reste quelques patchs pour les préventes, c'est directement sur le lien qui est en dessous, et ça sera un plaisir pour en discuter avec vos équipes, sur un team building, sur une conférence, sur un workshop, ou pour qu'on vole ensemble sur le bassin d'Arcachon. J'ai volé ce matin, là, c'était ouf. Il faisait super beau, un peu de vent de travers, mais on aime bien ça. Ça rend le posé pas cassé un peu plus dur à mériter, et ça s'est très bien terminé. Je vous dis à très vite sur la chaîne, excellente semaine à vous, et fly safe.